De l'énergie, on en consomme et il faut bien le produire. Et toute production, quelle qu'elle soit, elle a un impact sur l'environnement. Et toute la démarche pour réduire les impacts sur la biodiversité, c'est essentiel. Le réseau Clair, accompagné de l'association Éclair, a développé des ateliers participatifs entre acteurs des énergies renouvelables et défenseurs de la biodiversité. Deux univers souvent opposés se rencontrent pour tenter de construire ensemble une transition énergétique respectueuse du vivant. Alors on a lancé cette démarche de journée de dialogue énergie renouvelable et biodiversité sur la base d'un constat de nos membres, notamment dans la région Occitanie, qui s'inquiétaient de voir qu'entre personnes qui œuvrent pour une transition écologique, il y avait vraiment des conflits qui s'installaient autour des énergies renouvelables. Donc il y a eu 3 journées, elles ont été un peu différentes. On est allé voir un parc éolien, on est allé voir un petit parc au sol porté par une coopérative et puis une installation d'agrivoltaïsme. Le point commun de ces journées, c'est qu'on était sur site. Les porteurs de projets d'énergie renouvelable nous ont ouvert leurs portes pour qu'on puisse aller mettre notre nez dans ce qui se passe vraiment sur ces installations. Aujourd'hui, la région Occitanie, a une stratégie d'être région à énergie positive et du coup met en place des dispositifs pour ceux qui développent des projets d'énergie renouvelable. Et de l'autre côté, elle a une stratégie aussi sur la biodiversité avec des dispositifs pour accompagner. Et en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est ces espaces où on peut se parler, on peut essayer d'apprendre les uns des autres pour trouver aussi des moments où on met ses intérêts en commun. Et je pense que l'Occitanie, c'est un bon endroit pour le faire parce qu'il y a des gros enjeux de biodiversité, il y a des gros potentiels aussi en termes d'énergie renouvelable. Il y a quand même la nécessité, même si c'est un petit parc, de faire des études d'impact. En dessous de 250 kW de crête, il n'y a pas besoin d'avoir une étude d'impact environnemental systématique. Bon, la réponse, elle est que si on devait systématiquement faire une étude d'impact, nous, on ne ferait pas nos parcs photovoltaïques. On n'a simplement pas les moyens. Dans le même temps, on sait qu'on aura besoin des énergies renouvelables pour atténuer les effets du changement climatique. Donc voilà, aujourd'hui on sait que le changement climatique, ce n'est pas une question d'opinion politique. Pour autant, sur la filière éolienne, on a besoin d'embarquer les collectivités, on a besoin d'embarquer les élus et donc on a besoin de dégonfler un peu ce sujet qui est source de dissensus entre les différentes parties. La première pression sur la biodiversité, c'est le changement d'usage des terres et des mers auxquelles les infrastructures énergétiques contribuent malheureusement. L'information environnementale, elle est publique, elle est censée être accessible pour tous et pour toutes. Mais dans la réalité, lorsque vous avez un dossier de 1000 pages que vous pouvez consulter lors d'une enquête publique, déjà c'est difficilement, faut avoir le temps, c'est difficilement accessible pour un citoyen qui n'est pas formé sur ce domaine-là. Donc on souhaite effectivement faciliter le dialogue en amont pour justement déminer le maximum en tout cas, les conflits qui pourraient naître lors de phases d'enquête publique. Donc l'ADEME écrivait dans ses scénarios transition 2050 qu'il faudrait, pour atteindre nos objectifs, entre 1 et 1,4 million d'hectares d'infrastructures énergétiques pour atteindre en fait la neutralité carbone d'ici à 2050, ce qui correspond à un peu plus du territoire d'Île-de-France. Comme on a des paroles dissonantes entre les différents acteurs, les élus qui ne sont pas forcément des techniciens rompus sur la question des énergies renouvelables ou sur la question de la biodiversité, ils ont besoin d'être guidés. C'est difficile pour un élu de se faire une opinion et derrière d'aller défendre cette opinion dans un projet politique vis-à-vis de ses concitoyens. Et donc on offre un cadre sécurisant pour que la parole circule. On voulait à tout prix éviter des exposés d'experts descendants et un public qui écoute, qui est passif. Des échanges horizontaux permettent que chacun trouve sa place et qu'on intervient à un moment, donc on partage son expertise à un moment, puis après on est dans une posture d'écoute et il y a des va-et-vient comme ça toute la journée. En tout cas, on a soigné le fait que chacun trouve sa place et qu'on ne soit pas dans des postures de sachant versus profane d'un domaine ou de l'autre. Ces projets sont hyper importants, et pas tant sur le volume et la quantité d'énergie qu'ils vont produire, mais surtout sur le nombre de sociétaires et sur la quantité de débats que ça va susciter. J'ai été amené à discuter avec des exploitants de parcs éoliens, des développeurs, des bureaux d'études. C'est des gens que je vois très rarement. Donc ça me permet moi aussi de comprendre un peu mieux le fonctionnement d'une filière, les éventuelles difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés. Ça leur permet aussi de comprendre aussi les positionnements de nos fédérations d'associations, de comprendre pourquoi France Nature Environnement va mener tel contentieux ou telles actions de plaidoyer ou de communication. Et je pense qu'il va falloir parler sobriété à un moment donné aussi.
Parce que là, on parle de développement, c'est normal, on est composé majoritairement de développeurs et peut-être de bureaux d'études qui accompagnent ces développeurs. Hein. C'est pas des gros mots ce que je dis. Je dis juste que du coup, nous, et je pense que ça fait partie des scénarios de l'ADEME et initialement aussi des scénarios de Megawatt, il y a aussi une part de sobriété qu'on ne voit pas dans les politiques publiques. Cette journée-là devrait être à la base de tout projet d'installation de centrales, petites, moyennes ou grandes. C'est-à-dire que c'est la concertation et l'ouverture de dialogue qui feront que l'acceptabilité des gens soit là. Et aussi la prise en compte des citoyens et des différentes structures, instances ou associations de défense de l'environnement par les porteurs de projets. Donc une ouverture d'esprit d'un côté comme de l'autre. Notre volonté dans cette démarche de journée dialogue un peu test, c'est qu'il y en ait d'autres qui se produisent ailleurs. On aimerait donner envie aux structures membres du réseau Clair et à d'autres, aux bénévoles membres des associations partenaires que sont WWF, FNE et LPO, d'organiser ce type de journée et de se dire on peut y aller. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui avaient peur qu'on organise ce type de journée, qui ont peur du conflit. Et quand on voit comment ça se passe, on n'est pas sur des journées grand public, on est déjà sur des gens qui sont déjà un peu aguerris sur le sujet. Ça se passe très bien et les gens repartent en disant qu'ils étaient contents d'avoir ce type d'espace privilégié pour dialoguer. On peut espérer qu'à court terme, déjà on apprenne à mieux se connaître, on est perçu, dans les deux mondes, on est perçu un peu la nuance qu'il y a dans chacun de ces deux secteurs. Peut-être de se décaler de positions un peu dogmatiques ou de caricaturales. Donc ça à court terme, j'espère que ça produise ça. Et puis à long terme, peut-être des alliances sur des projets qui sont à la fois dangereux pour le climat, dangereux pour la biodiversité. On pourrait créer des oppositions ensemble, mais aussi créer des alliances, des beaux projets. Et parmi ceux qu'on a visités, il y en a qui sont de beaux projets où la biodiversité a été mise au même niveau que les énergies renouvelables. Et ça pourrait créer des réseaux d'acteurs qui comprennent mieux les enjeux des deux mondes et qui avancent de pair. Mais ça va prendre du temps. C'est pas ces 3 journées qui vont résoudre tout ça. Mais j'espère qu'on a allumé l'étincelle qui va faire prendre cette flamme de gens qui avancent dans le même sens.